Bienvenidos a esta. Buenos días, los saludo entonces en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Me presento principalmente para quienes se unen a nosotros en línea, porque creo que los aquí presentes deben conocerme, pero mi nombre es Martina Rojo, yo soy la directora del programa Franco-Argentino de Abogacía de la Universidad del Salvador, programa de doble titulación que nuestra facultad lleva adelante junto con un consorcio de universidades francesas, compuesto por la Universidad de Bordeaux, de la cual nos acompaña la profesora, la Université Montpellier, la Université Nanterre, la Université Lyon 2, la Université Lyon 3 y la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que coordina el equipo. En este contexto hemos planteado la posibilidad de organizar un ciclo de conferencias para celebrar los 20 años de esta cooperación, aunque no lo creamos, ya 20 años. Esta actividad es organizada por parte del Centro de Empleabilité Francophone de la Universidad del Salvador, organizado con la UEF, la Asociación Universitaire de la Francophonie, dirigida por el señor profesor Guillaume Givert, a quien aquí saludamos y agradecemos mucho por toda esta preparación. Estamos muy honrados también de contar con la presencia de señoras y señores profesores de esta facultad. Nombro particularmente a la profesora Lourdes Lucero, quien ha venido junto con su grupo de primer año de abogacía, a la profesora Camila Robero Villanueva, también con su grupo de cuarto año del programa franco-argentino, y a la profesora Marie de Santarval, que también tiene algunos estudiantes de quinto año presentes. Asimismo, agradecemos a los miembros de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina que se han sumado en línea. Luego de estos saludos, procedo a presentar nuestra mesa de trabajo de hoy. En este desayuno de trabajo contamos con la presentación del señor profesor Godofredo Ortiz, graduado del programa franco-argentino integrado de abogacía y profesor aquí de nuestra facultad en los cursos de Derecho Internacional Económico y de Derecho de la Integración Americana, Derecho Comunitario Americano. También presento a la oradora que nos visita, la oradora extranjera que tenemos el honor de recibir, la profesora Marianne de Vismontex, es profesora docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bordeaux, es especialista en Derecho de la Distribución, en Derecho Comercial, en Derecho de los Bienes y del Crédito, y también trabaja en distintas iniciativas de cooperación internacional a nivel posgrado con estudiantes extranjeros de distintas partes del mundo, por ejemplo, de países africanos. La profesora ha publicado distintas obras vinculadas con el tema y se encuentra actualmente dando clase como representante del Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine de la Université de Bordeaux en el curso de Droit de la Concurrence. Es por eso que ha tenido la amabilidad de aceptar participar de este desayuno de trabajo propuesto por el profesor Ortiz y vamos a hacer un intercambio de ideas sobre el tema de la actualidad del derecho de la competencia en ambos países. Vamos a comenzar con la presentación de Godofredo Ortiz, que nos va a dar un panorama de puntos, ¿no? Puntos relevantes sobre las novedades en Argentina, y luego va a hacer su presentación la profesora Marianne sobre las mismas cuestiones de actualidad, pero en Francia. A la profesora Marianne va a hacer su presentación en francés y vamos a ir realizando una traducción consecutiva para que todos podamos continuar, porque tenemos la mitad de la audiencia que habla francés y la mitad, ¿no? Entonces, vamos a preparar para todos. Muy bien. Cerrado entonces, le damos la palabra a Godofredo. Muchas gracias, Martina. Merci beaucoup, Marianne, por accepter notre invitation pour participer à cette activité aujourd'hui. Bueno, un poco como decía Martina, el tema de hoy es actualidad internacional, derecho a la competencia, perspectivas comparadas Francia-Argentina, ese es el título de la actividad. Nuestra propuesta para hoy es hacer una especie de derecho comparado, o sea, vamos a partir de cuatro ejes de novedades trascendentales de que se están llevando a cabo en el ámbito de defensa de la competencia, como comúnmente le decimos los que nos dedicamos a eso acá en Argentina. Y en base a estos cuatro ejes vamos a hacer un derecho comparado con Francia, ¿no? ¿Cuáles son los puntos en contacto, puntos de conexión que el régimen argentino encuentra y viceversa que Francia encuentra con Argentina? Y sus consecuentes hot topics, es decir, los temas más candentes que se están hablando hoy en materia de competencia en Argentina. En primer lugar, el primer eje es las novedades institucionales y regulatorias, todo lo que hace al fondo de la institucionalidad de este régimen, del régimen de competencia.
Las novedades que me voy a referir ahora son novedades de los últimos 12 meses, desde hace un año. Y estas tres novedades que voy a mencionar no son más que una aplicación directa e inmediata de la nueva ley de defensa de la competencia, que es una, digamos, decimos nueva, pero no es tan nueva, es del 2018, pero sí es una ley que trajo muchos cambios en materia de competencia en Argentina y que se modernizó el régimen, pero que tardaron un par de años hasta que el gobierno actual, el gobierno de Javier Milei, está proponiendo aplicar y finalmente que se apliquen en la práctica estos cambios, ¿no? Donc, on va parler en premier lieu de la. Je vais faire en traduction pour améliorer, pour faire un peu de dynamique. Ces trois nouveautés, ce sont très nouveautés ne sont que d'autres qui ont une application directe et immédiate que des changements institutionnels portés pour la loi de la concurrence de 2018. La loi de la concurrence, bien qu'elle n'ait pas introduit des changements fondamentaux par ailleurs à la loi précédente, que c'est une loi de l'année 1999, l'a modernisée sur nombreux aspects. Et parmi ces nombreux aspects, le gouvernement actuel argentin de Javier Milei, il veut l'appliquer pour moderniser le système en Argentine. Entonces, el primer cambio así de novedades y que es candente de estos días, digo estos días hasta ayer, ahora les voy a decir por qué, es la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia. Vale destacar que, o sea, en el sistema actual argentino se venía postergando un régimen que venía de la ley anterior a la anterior, que es una ley de 1980, la 22262, que había creado un régimen de control de conductas anticompetitivas, básicamente conductas prohibidas en materia de competencia, que son las autoridades que había creado esta ley, es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la CNDC, como se le dice, con facultades de emitir un dictamen, informes, y que y la autoridad que resuelve es la Secretaría de Comercio, en el ámbito del Ministerio de Economía. Bueno, este régimen se fue postergando transitoriamente. La ley anterior intentó crear una autoridad independiente y fracasó en este objetivo. Y la nueva ley, esta ley de 2018, finalmente crea en el articulado una nueva autoridad, la Autoridad Nacional de la Competencia, como una autoridad independiente, descentralizada y autárquica en el ámbito del poder ejecutivo. Pero lo que sucedió es que esta instauración fue postergada, o mejor dicho, suspendida por el anterior gobierno. Por lo tanto, tanto la Comisión como la Secretaría mantuvieron sus competencias provisorias o transitorias hasta hoy. Donc, l'un des premiers de ces changements institutionnels, c'est la création de cette autorité de la concurrence et, comme un organe indépendant, décentralisé et autarquique au sein des pouvoirs exécutifs, très pareil à l'autorité de la concurrence en France. Mais cette création a été reportée ou plutôt suspendue pour les gouvernements précédents. Donc, la Commission de la concurrence et la Secrétaire du commerce, que ce sont les organes provisoires, ont maintenu cette compétence jusqu'à aujourd'hui. Entonces, básicamente esta autoridad, lo que dice la ley, va a estar compuesta por tres ramas bien diferenciadas, que son el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Investigaciones Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas. Tres ramas bien diferenciadas. Las últimas dos en su ámbito, es decir, control de conductas anticompetitivas, control de concentraciones económicas y el tribunal como, digamos, órgano decisor definitivo, pero todo en el mismo ámbito, que este es el gran cambio con relación al régimen anterior. Entonces, la novedad que comentamos acá es que el 30 de abril de este año, la Secretaría de Comercio finalmente convocó un concurso de oposiciones y antecedentes para seleccionar a los miembros de los cargos más altos de esta autoridad. Y el plazo para presentarse y participar de este concurso venció ayer a las 5 de la tarde. Así que por eso hablamos de novedades, porque estamos hablando de cosas que suceden hoy. Donc, le nouveau gouvernement a convoqué un concours pour participer pour conformer à cette autorité. Ce concours a été convoqué le 30 avril 2025 et qui approuve les termes d'appel et lance un concours public pour voir les postes de plus hauts fonctionnaires de cette autorité. Et ce concours a finalisé hier soir.
Donc c'est un nouveau titre d'aujourd'hui. Y esta novedad, una vez que, bueno, finalmente se constituya, se seleccionen los miembros que van a conformar esta autoridad, es de particular trascendencia para lo que es la parte de control de concentraciones económicas. ¿Por qué es esto? Porque el régimen argentino, hasta la ley actual, la ley del 2018, estableció un control de concentraciones económicas, es decir, control de cambio de control, justamente, van a redundancia, sobre empresas, sobre activos en el mercado, es decir, fusiones y adquisiciones que tengan un impacto sustancial en el mercado. La ley argentina era una de las pocas a nivel internacional que tenía un control ex post, es decir, luego de concluidos los acuerdos, de cerrados las transacciones. Y la ley actual creó un régimen ex ante, antes de concluidos los acuerdos, como es en Europa, como en Estados Unidos. Pero lo que dispuso esta ley es que este régimen va a entrar, iba a entrar, o mejor dicho, va a entrar en vigencia una vez transcurrido un año luego de la instauración de la autoridad de competencia. Por lo tanto, nos estamos acercando a ese momento de que finalmente esto le va a dar mucho más dinamismo al control de concentraciones. ¿Por qué? Porque en el ámbito de las fusiones y adquisiciones, lo que se requiere es mucha certeza y mucho dinamismo en las negociaciones para avanzar en los deals y finalmente saber cuándo se va a cerrar o no una transacción. Y en este sentido, que el régimen sea ex post, es decir, luego de concluidos los acuerdos, cerrados las transacciones, le da muy poca certeza al régimen y muchas veces, lo que vamos a ver más adelante con casos resonantes, la autoridad provisoria, la comisión, termina resolviendo 2 o 3 años luego de concluidos los efectos en el mercado. Entonces, no es conveniente. Donc, cette évolution, c'est comme mentionné, c'est revêt une importance particulière dans les contrôles de fusion parce que la loi a introduit une notification préalable, comme pareil en Europe, comme en France, mais cette notification préalable entrera en vigueur un an après la nomination des membres de l'autorité de la concurrence. Donc, on est proche dans cette nouveauté. Et l'Argentine, c'est un des plus rares pays du monde à disposer de ce système de poste, de contrôle ex post. Donc, ça va mentionner une nouveauté trop importante pour notre régime. Así que bueno, esa es la primera novedad de estos días. En segundo lugar, y por orden de importancia también, esta es la más importante, ¿no? Pero por orden de importancia, no por orden temporal, es la implementación del programa de clemencia. La ley de competencia lo que trajo, también copiando un poco el sistema europeo, es una especie de figura de lo que es el arrepentido. En la ley penal, ustedes capaz que lo saben, los que ya cursaron derecho penal, hay una figura que permite que las personas involucradas en un delito puedan confesar su participación en un crimen, en un delito, a cambio de pedir una reducción de penas. Eh, este modelo se copió para el régimen de competencia y lo mismo se está tratando de aplicar en Argentina y fue lo que este gobierno actual trajo, que es un reglamento para aplicar estas disposiciones de la ley. Y al igual que en Europa, prevé una inmunidad total para el primero que solicita acogerse a este beneficio de clemencia. El primer miembro, es importante mencionar que es para conductas cartelizadas, es decir, conductas de colusión, en las cuales dos o más empresas fijan precios, pactan repartirse el mercado, y beneficios adicionales de reducción de multas para los siguientes miembros que se acogen al beneficio de clemencia. Y este reglamento entró en vigencia en mayo del año pasado y va a tener vigencia hasta que se constituya la nueva autoridad. Es decir, es como un régimen transitorio hasta que finalmente se elijan los nuevos miembros los miembros de la autoridad y ahí se convocará aplicará un nuevo reglamento que dispondrá el gobierno. Donc, deuxièmement, il est important de souligner que la loi argentine, la loi de 2018, a introduit un programme de clémence très pareil au système européen et français pour les pratiques collusoires et des ententes. Et donc, comparé l'Union européenne, il prévoit une immunité totale pour les premiers demandeurs de clémence et des réductions des amendes pour les demandeurs successifs. Ce règlement a été implémenté par le gouvernement dans les mois de mai de l'année passée, de l'année dernière. Et ce règlement mantendrá en vigueur jusqu'à la constitution de cette nouvelle autorité. A la fecha todavía no hay
casos así que ya se hacen resueltos. Hay algunos en trámite, pero todavía no hay ningún caso resuelto a la fecha, dado el escaso tiempo, que es un año, desde que se implementó. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résolution relative à la clémence dans cette année. Dans cette année-là. Y después, por último, la tercer novedad institucional de los últimos meses en Argentina es lo que se llama la flexibilización del procedimiento de notificación de concentraciones económicas. El procedimiento de control, o sea, básicamente las notificaciones que se hacen para someter al control de la autoridad una concentración económica, históricamente, bajo la ley anterior, eran un procedimiento bastante largo, bastante arduo, que tenía un formulario bastante uniforme y que no distinguía entre concentraciones grandes o concentraciones más chicas que no tienen no tienen ningún impacto o problema en la competencia. Entonces lo que la ley nueva, la del 2018, trajo es un poco copiar algo también de la Unión Europea, que es un procedimiento simplificado, un procedimiento abreviado para aquellas fusiones que a priori se puede decir, bueno, acá no hay problemas de competencia, son operaciones de menor tamaño, operaciones de conglomerado, que son las que no tienen ni efectos horizontales ni verticales en un mercado. Todo ese tipo de concentraciones en los cuales se puede descartar de plano problemas de competencia. La nueva ley dispuso un procedimiento sumario. ¿Qué pasó? El gobierno anterior reglamentó este procedimiento, pero en la práctica no fue muy efectivo. Muchas concentraciones, de hecho, para dar una cifra, 42% de todas las notificaciones del año pasado tramitaron por procedimiento sumario o prosum, como le decimos en la jerga. Pero tenía problemas de aplicación práctica porque requerían a ciertos casos de mercados regulados notificar a un ente regulador y esto atrasaba el trámite. Entonces, el gobierno actual este año, el 3 de enero de este año, emitió una disposición flexibilizando estos requisitos para que más concentraciones pudieran tramitarse por este procedimiento abreviado. Donc, la troisième nouveauté institutionnelle et réglementaire, c'est ce qu'on appelle l'assouplissement du procédement sommaire pour les concentrations économiques, parce que la loi de 2018 a mis à mettre en place ce système de concentration pour notifier quelques concentrations dans lesquelles on peut exclure des problèmes de compétences, des problèmes de concurrence, par soumettant un simple formulaire qu'on appelle ici les formulaires F0. C'est un formulaire simple c'est très pareil à l'Union européenne, les formulaires, c'est là. Et, et sa mise en œuvre a été très importante dans la pratique parce que, pour donner une statistique, l'année dernière, 42% des transactions ont été notifiées par les ProSum, par cette procédure. Et dans les 3 championnats de cette année, le gouvernement a émis une disposition, un assouplissement et ces critères techniques pour que les opérations se tramitent dans ces procédures sommaires. Pour que ces procédures puissent être resueltos rapidement, très vite. Así que bueno, con esto cerramos la primera parte de los ejes institucionales de Francia. Perfecto, muy bien. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a darle la palabra a la profesora Marianne para que nos cuente estos primeros elementos en una visión comparada desde Francia. ¿Se escucha bien? Muy bien. Mhm. Marianne. Donc, bonjour à tous, à toutes. Donc, je me propose en fait d'évoquer le sujet des concentrations, puisque c'est celui qui a été évoqué le plus longuement euh, par, euh, par notre interlocuteur. Alors, en France comme dans l'Union européenne, puisque notre droit français de la concurrence est intégré dans le droit de l'Union européenne, donc il n'y a pas énormément de différence entre les deux réglementations, quelques petites originalités, c'est vrai. Pour que le droit de la concentration, le droit par exemple français de la concentration s'applique, il existe des seuils en termes de chiffre d'affaires.
Je vous parle des seuils parce qu'il y a actuellement des discussions autour de ces seuils. Des seuils donc, qui permettent effectivement de déterminer que le droit français, l'autorité française de la concurrence va pouvoir traiter du dossier, de l'opération en question et va donc recevoir une notification effectivement ex ante. Donc c'est pratiquement la seule réglementation pour laquelle, les seules opérations pour lesquelles les entreprises qui projettent de réaliser ces opérations sont obligées d'obtenir une autorisation. Nous sommes loin effectivement de la totale liberté de ce point de vue-là, mais ce sont des opérations d'envergure, c'est souvent ces concentrations, et elles sont susceptibles de porter atteinte effectivement à la concurrence, d'où l'importance de l'intervention de l'autorité de la concurrence pour déterminer si effectivement la concentration alors entre bien dans le cadre des seuils. Voilà, alors, comme vous venez de l'évoquer, il y a aussi beaucoup de relations informelles entre les entreprises et l'autorité de la concurrence pour déterminer si les seuils sont effectivement atteints ou pas. Donc, dès lors qu'ils le sont, l'autorité de la concurrence donc s'empare du dossier et évidemment l'étudie. Là aussi, plusieurs phases possibles. Une phase légère parce que, a priori, la concentration en question ne pose pas particulièrement de difficultés. Donc, très rapidement, et dans le Code de commerce français, il est indiqué en l'espace d'une quinzaine de jours, hop, le dossier est considéré comme, enfin, l'opération, pardon, est considérée comme autorisée. Très bien. Lorsque, c'est l'expression des préoccupations de concurrence se présentent, l'autorité donc prend plus de temps et en bénéficie effectivement parce qu'effectivement il y a il y a une certaine sensibilité par rapport à la concurrence qui justifie que l'autorité de la concurrence prenne un petit peu plus, effectivement, prenne plus de temps, en effet, pour étudier le dossier. Muy bien. La profesora nos dice entonces que ella va a explicarnos algunas ideas sobre la cuestión del derecho de la competencia en Francia. Nos dice en primer lugar que tengamos en cuenta que esto en Francia está totalmente imbuido por el derecho de la Unión Europea, aunque tiene algunas originalidades en Francia particularmente. Lo primero que nos explica es que hay un piso de cifra de los negocios bajo el cual es necesario tener en cuenta si se va a analizar o no esta operación de concentración económica. Hay discusiones hoy en día en Francia sobre cuál es el monto de ese piso y este es uno de los puntos principales de la actualidad. ¿Por qué? Por supuesto, porque ese es el piso de cifra de negocios, va a determinar si la operación va a ser analizada ex ante, como decía también Godofredo, para obtener una autorización. Entonces nos encontramos con un contexto en el cual no es una libertad total este tipo de operaciones, sino que algunas van a estar bajo análisis y otras no. Las operaciones de cierta envergadura que puedan afectar a la competencia van a ser las que estarán bajo análisis y autorización. Por supuesto, nos dice la doctora, hay diálogos informales sobre la situación de si se encuentran o no las operaciones en este piso, pero si se encuentran sobre este piso, se va a proceder al estudio de la operación. En algunos casos, si no se presenta que hay una gran dificultad para afectar la competencia, la operación será rápidamente autorizada, en un plazo de 15 días. Pero si se presenta, entre comillas, preocupación de afectación a la competencia, la autoridad tomará más tiempo para estudiar el dossier. Alors, les seuils donc, qui permettent effectivement de... alors, ce sont des seuils importants parce qu'ils déterminent effectivement la compétence de l'autorité française de la concurrence, mais ils permettent aussi de tracer une ligne entre les opérations qui relèvent effectivement du droit français et les opérations qui relèvent du droit européen. Donc, la Commission européenne, autorité de la concurrence d'un côté, Commission européenne de l'autre. D'autres seuils ont été effectivement fixés. On peut considérer que l'Union européenne, la Commission européenne est plutôt compétente pour des concentrations très importantes qui effectivement peuvent affecter le commerce intra-européen et des concentrations un peu moins plus petite qui concernerait à ce moment-là l'autorité française de la concurrence.
Il y a un projet de loi, donc vous évoquiez l'actualité brûlante en la matière qui est en discussion devant le Parlement français hein, et qui devrait, enfin, qui a commencé d'ailleurs, nous sommes le 3 juin, 4 juin? Oui. 4 juin? 3. 3 juin, mais c'est exactement aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le 3 juin. Un projet donc de loi de simplification de la vie économique. Hein. Ces projets de loi, ils sont récurrents, hein, on en a des dizaines hein, pour simplifier la vie des entreprises. Bon, souvent, ce n'est évidemment pas suffisant. Bref, dans le cadre de ce projet de loi, un article prévoit de relever les seuils français de notification. Dans mon souvenir, le seuil, alors il y a deux seuils de notification, il y a deux seuils de chiffre d'affaires, un seuil lié au chiffre d'affaires mondial, en taxe, et un chiffre lié au chiffre, un seuil lié au chiffre d'affaires national. Donc, le mondial tourne autour de 150 millions d'euros, le national autour de 50 millions d'euros. C'est-à-dire que les entreprises concernées par le projet de concentration doivent effectivement avoir atteint hein, ce seuil de chiffre d'affaires pour que l'opération fasse l'objet donc d'un contrôle par l'autorité de la concurrence. Donc 150 millions et 50 millions au niveau national. Hein. Le Parlement est en train de réfléchir à rehausser ces deux seuils, le premier à 250 millions et le second à 80 millions. Pourquoi? Pourquoi relever ces seuils-là? Pour satisfaire vraisemblablement les entreprises, d'une part, et puis pour alléger le travail de l'autorité de la concurrence. Il se dit que notre autorité de la concurrence en France est la plus active des autorités de concurrence européennes. Elle est intervenue un peu plus de 270 fois il y a très peu de temps, hein, l'année dernière. C'est énorme. Donc, pour l'alléger, effectivement, notre Parlement pourrait rehausser, hein, donc libérer effectivement des plus petites hein, opérations, parce que opérations donc envisagées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est effectivement moins important. Muy bien. La doctora en este punto nos habla de ese piso de negocios que va a determinar la intervención o no de la autoridad de la competencia francesa. Tenemos dos pisos en Francia, una cifra de negocios que va a aplicarse al piso mundial y otro al piso nacional. Estos pisos actualmente son de 150 millones de euros y de 50 millones de euros. Lo que sucede hoy es que hay un proyecto de ley en discusión justamente del Parlamento de Francia de hoy mismo, en el cual se propone una simplificación de la vida económica de las empresas. El proyecto lo que tiene en su artículo es la proposición de elevar el piso de notificación de las operaciones de concentración económica en Francia. Lo que propone es llevar el piso que estaba fijado de cifra de negocios mundial de 150 millones a un mínimo de 250 millones y elevar el piso de cifra de negocios nacional de 50 millones a 80 millones. Y nos dice la profesora, ¿por qué? Bueno, este proyecto justamente lo que busca es satisfacer demandas del sector empresarial sobre esta cuestión y asimismo alivianar el trabajo de la autoridad de la competencia francesa, que es la más activa de Europa en este tema, habiendo trabajado el año pasado en 270 casos. Une autre actualité en droit des concentrations qui, cette fois-ci, implique également la Commission européenne. Le droit des concentrations prévoit également un mécanisme de renvoi entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence. Lorsque, par exemple, une opération de concentration n'atteint pas les seuils européens de concurrence, les autorités nationales de concurrence, l'autorité nationale française par exemple, peut demander qu'une opération qui pourrait affecter, pourrait affecter la concurrence dans l'État en question, cette opération donc, qui pourrait affecter le territoire national, disons, pourrait, sur demande de l'autorité nationale, être traitée par la Commission européenne.
Donc, nous sommes d'accord. La Commission européenne, a priori, sur une opération de concentration ne serait pas compétente puisque l'opération n'atteint pas les seuils européens. Pour autant, il est possible que les autorités nationales renvoient le dossier à la Commission en question parce que peut-être l'opération sera un peu sensible sur le territoire national. Et il se peut même que plusieurs autorités nationales de concurrence, de plusieurs États membres de l'Union européenne, c'est ce qui s'est passé sur l'affaire que je vais vous parler, il se peut que deux ou trois je crois qu'il y en a même plus que trois autorités nationales de concurrence, et donc de solliciter la Commission européenne pour que celle-ci traite de la concentration en cause. Il existe un article dans le règlement sur les concentrations européennes qui, effectivement, permettrait ce renvoi. Dans donc, une affaire très emblématique qui a eu lieu il y a très peu de temps. Alors, avant que cette affaire intervienne, il faut simplement savoir que la Commission européenne a été très sensible à certaines opérations effectivement délicates que les auteurs, ou même peut-être la Commission européenne, a qualifié d'acquisition, en français c'est acquisition tueuse, acquisition killers. Voilà. Qu'est-ce qu'une acquisition tueuse? C'est celle qui consiste pour une entreprise importante, voire très importante, à évidemment racheter un petit concurrent très innovant, une start-up qui vient justement de s'implanter sur le marché et qui pourrait devenir un concurrent redoutable. Donc c'est un peu tuer dans l'œuf. On dit tuer dans l'œuf la concurrence pour voilà, éviter que celle-ci se développe à un moment donné. Je vous donne un exemple que vous connaissez nécessairement, c'est celui de Facebook, Meta, désormais, ayant racheté Instagram et WhatsApp. Voilà. Ces deux opérations-là se sont retrouvées effectivement hors de contrôle parce que n'atteignant ni les seuils européens, ni les seuils nationaux. Une catastrophe. La Commission européenne ayant été effectivement très sensible à ces perspectives et a utilisé, voilà un petit peu l'affaire, je vais peut-être un peu loin, je vais vous donner la parole, Martina. La Commission européenne, en fait, s'est servie pour justement tirer les leçons de cette affaire-là, en disant comment peut-on éviter de laisser des concentrations sensibles hors de contrôle, précisément, hors d'un contrôle ex ante. Comment l'imaginer? En utilisant ce fameux article dont je vous ai parlé de renvoi, mais en proposant une lecture, on va dire, audacieuse, parce que l'article en question ne permet pas, en réalité, un renvoi dès lors que les seuils nationaux ne sont pas atteints. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un vide. L'opération, par exemple, de rachat de WhatsApp par Facebook, effectivement, ni WhatsApp ni Instagram, de toute façon, n'avaient de chiffre d'affaires, ne proposaient de chiffre d'affaires, sont des entreprises qui sont juste débutantes et qui sont loin d'être rentables tout de suite, bien évidemment. Donc, pas de chiffre d'affaires, pas de seuil, pas de contrôle. Donc, en utilisant cet article qui envisage un renvoi à la Commission européenne, celle-ci s'est imaginée pouvoir effectivement l'utiliser pour éviter ces fameuses acquisitions tueuses qui pourraient effectivement échapper à tout contrôle. Vous voulez que... Oui, tout à fait. Ouais. Je vous donne un tout petit peu plus de détails après. Suspense. Oui, tout à fait. La doctora entonces ahora nos presenta una regulación que es lo que se refiere al renvoi, al reenvío, que es un mecanismo de comunicación entre las autoridades europeas de la competencia de cada país y la Comisión Europea. Puede haber situaciones de operaciones económicas en las cuales el volumen de negocios no llega al piso europeo, entonces puede igualmente la autoridad nacional o un conjunto de autoridades nacionales pedir a la comisión que trate el caso igual si se considera que el mismo puede afectar a la competencia o se trata de un tema sensible a la competencia del propio país o de algunos países europeos.
Este reenvío está previsto en la legislación europea y se utiliza. Pero lo que la doctora nos presenta es un caso emblemático, un caso en el cual intervino la Unión Europea para la situación de la adquisición por parte de Meta, Facebook, de las empresas Instagram y WhatsApp. Esta operación no llegaba al piso europeo, pero tampoco llegaba al piso nacional. Sin embargo, se consideraba una forma de adquisición forzada, tueuse, de una empresa grande que adquiría a una startup para matar de antemano esa potencial competencia, para eliminarla a futuro. Y por eso se consideraba sensible. Y lo que hizo la Comisión Europea fue realizar una lectura audaz de este concepto del reenvío existente en la legislación europea, porque en realidad en esta operación de Meta adquiriendo Instagram y WhatsApp no se llegaba ni siquiera al piso nacional. Era una operación que debía ser hecha libremente, fuera de control, pero se la consideró sensible y así se interpretó por la Comisión. Quelle est cette affaire qui a permis donc à la Commission européenne d'utiliser malicieusement cet article du règlement donc sur les concentrations, le règlement européen sur les concentrations. Cette affaire a concerné, donc elle a commencé en 2021, elle a concerné 2 entreprises américaines. Ce sont des entreprises qui étaient spécialisées dans la biotechnologie. Donc biotechnologie, c'est biotech, ce sont ce sont 2 entreprises qui s'appellent l'une Grey, peut-être en avez-vous entendu parler, et l'autre Illumina. Oui. Grey Illumina. Donc ces 2 entreprises donc avaient pour projet de fusionner. Hein. Leur objectif, effectivement, était de développer en commun des tests leur permettant de s'installer plus durablement sur le marché. Donc, c'est un marché du médicament. Hein, voilà, donc, elles avaient développé. Plusieurs autorités donc, nationales de concurrence dans l'Union européenne ont estimé que ce projet donc, de concentration, ce projet de fusion, pouvait avoir un impact sur la concurrence et empêcher en fait des concurrents de s'installer eux-mêmes sur le marché en question. Il y avait des risques pour que, effectivement, cela empêche la concurrence de se développer. Donc, ces autorités nationales, je crois qu'elles étaient 3, ont donc adressé à la Commission européenne une demande de renvoi en disant, voilà, effectivement, les seuils de chiffre d'affaires n'étaient pas atteints, c'est vrai, mais il y avait un risque, semble-t-il, d'affectation de la concurrence sur les territoires, donc des autorités de concurrence concernées. La Commission européenne a récupéré effectivement ce dossier, a estimé qu'effectivement, il y avait de quoi être un peu préoccupé. 2021, la Commission donc étudie le dossier et elle prononce une interdiction de la fusion des 2 entreprises américaines pour des raisons effectivement qui tenaient à une atteinte possible au droit, une atteinte possible à la concurrence. S'en est suivi, je crois, 4 années de procédure, parce qu'évidemment, les entreprises américaines ne se sont pas laissées faire, hein, donc elles ont exercé des recours. L'affaire est allée jusqu'au tribunal de l'Union européenne, qui allait dans le même sens que la Commission européenne, estimant qu'il était effectivement possible d'utiliser ce fameux article du règlement des concentrations pour empêcher une opération sensible comme celle d'Illumina Grey. Ensuite, il y a eu un choc. La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 3 septembre 2024, a estimé que la Commission européenne avait, disons, une lecture inexacte de ce fameux article l'article du règlement sur les concentrations, règlement européen sur les concentrations, parce qu'effectivement, à lire cet article, il n'autorise pas la Commission européenne à prendre en charge un dossier par renvoi, alors même que les seuils nationaux ne sont pas atteints. Donc là, nous avons affaire effectivement à une opération ce sont les propos que nous avons tenus tout à l'heure, une opération qui n'atteint ni les seuils nationaux ni les seuils communautaires.
Donc la Commission européenne, donc là, pardon, la CJUE a effectivement va arrêter finalement toutes ces possibilités que la Commission européenne s'était réservée que de pouvoir ainsi prendre en charge des dossiers qui ne rentrent ni dans les seuils nationaux ni dans les seuils communautaires. Donc, 3 septembre 2024, un grand choc en effet. Une suite, évidemment, est intervenue. La Commission européenne a reconnu qu'effectivement, ce qu'elle pensait pouvoir développer comme lecture devait cesser. Donc, elle a communiqué sur cette question-là. Donc, la Commission européenne, comme les autorités nationales de concurrence, communiquent beaucoup, donc par l'intermédiaire de communication, par l'intermédiaire d'orientation, pour pouvoir préciser aux entreprises ce qu'elles attendent, ces autorités et cette commission. Et donc, les dernières orientations, justement, sur ce fameux article du code du règlement de concentration a été retirée. Côté français, vous me dites, Martina. Lo que la doctora nos contaba entonces era este caso, un caso bastante renovador y innovador. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo, la comisión interpretaba que aun cuando no se llegase al suelo nacional, podría darse un caso de remboá, de reenvío, y que podría intervenir la comisión aún sin ese piso nacional cuando se afectase algún tipo de consideración de la competencia. Sin embargo, en este caso, un caso que involucraba a 2 empresas estadounidenses de biotecnología, se produjo esta interpretación y la intervención de la Corte Europea realmente lo derogó. La Corte Europea dijo que no era posible que la Comisión hiciese esta interpretación expansiva, esta interpretación audaz sobre esta posibilidad de remboá, y que si no se daba el piso mínimo de la afectación a la competencia de nivel nacional, la Comisión no podía aplicar el artículo de remboá, aun cuando fuera pedido por autoridades nacionales, como había sido ese caso. Esta situación de shock se produjo con la decisión de la Corte Europea de fecha 3 de septiembre de 2024, en la cual efectivamente entonces se interpretó que la Comisión no había hecho bien al dar esta interpretación justamente expansiva y haber intervenido en una situación de un negocio que no llegaba a la cifra de negocios del suelo nacional. La Corte Europea entonces no ratificó la intervención de la Comisión Europea y quedó establecido entonces que la Comisión no puede intervenir, no puede hacer esa interpretación de una situación de remboá cuando no se llega al piso nacional. Esto entonces fue aceptado y comunicado. Ensuite, il y en a donc une qui ne règle pas tout. Vous allez le comprendre. Donc, effectivement, suite à l'arrêt de la Cour de justice, la Commission européenne donc, en a tiré une leçon. Elle a précisément changé son mode de lecture. L'autorité nationale de la concurrence, notre autorité nationale qui avait aussi saisi, elle était parmi les 3 autorités nationales qui avaient procédé au renvoi du dossier. Notre autorité nationale a décidé en janvier 2025 de lancer une consultation publique pour connaître effectivement l'avis des parties prenantes, des entreprises, des spécialistes, des experts, etc., des institutions. Quelle solution peut-on trouver pour remédier effectivement à cette décision-là? Plusieurs propositions ont été faites. Il semble qu'il y en ait une qui ait été retenue, et donc c'est tout à fait récent, donc je vous la livre. Alors, il faut encore que notre législateur, évidemment, valide cette proposition-là, mais la proposition qui serait retenue serait celle d'accorder à l'autorité de la concurrence un pouvoir d'évocation qui consisterait à ce que celle-ci puisse effectivement prendre une décision sur une opération de concentration qui répondrait à des critères, alors a priori des critères quantitatifs et qualitatifs à déterminer, forcément. Donc, il viserait évidemment des concentrations qui ne répondraient pas aux critères nationaux, aux seuils nationaux de chiffre d'affaires, ni aux seuils communautaires, évidemment. Donc, ces opérations un petit peu particulières, l'autorité de la concurrence pourrait s'en emparer
pour déterminer s'il y a lieu pour elle de s'en saisir, enfin de procéder à un contrôle. Donc c'est à déterminer, tout cela est encore très très récent, hein, évidemment. Donc, nous sommes en attente, évidemment, comme encore une fois, nous l'avons évoqué tout à l'heure, de ce projet de loi qui est en train d'être traité, d'être discuté à l'Assemblée nationale, pour connaître l'avis du législateur. Sachez, et ce sera ma petite conclusion, qu'il y a des outils hors droit de la concentration qui peuvent être utilisés, évidemment. Ce sont donc alors, en droit européen, ce sont les articles 101 et 102 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne, TFUE. 101, ce sont le droit des ententes anticoncurrentielles. Donc, si l'opération que l'on ne peut pas contrôler parce qu'elle est sous tous les seuils, cette opération peut être également examinée sous l'angle du droit des ententes anticoncurrentielles ou alors sous l'angle du droit des abus de domination, des abus de position dominante, c'est l'article 102. Hein. Donc, nous avons dans notre code de commerce des dispositions correspondantes, évidemment. Donc, il est toujours possible, hein, bien évidemment, de traiter ces opérations, mais vous l'aurez compris, ces deux dispositions entraînent un examen ex post de l'opération et pas ex ante. Hein. C'est peut-être là la petite faiblesse. Hein. L'opération a déjà eu lieu et il faut ensuite peut-être l'analyser a posteriori. Bon, c'est évidemment moins efficace, hein, moins important que voilà, le contrôle ex ante. La doctora entonces nos dice que en virtud de este fallo de la Corte, entonces la Comisión tuvo que cambiar su posición. Pero la última novedad ha sido dada ahora, en enero de 2025, en Francia, país en el cual la autoridad francesa decidió lanzar una consulta pública sobre qué podría solucionarse en este sentido, qué opciones habría para este caso, de estos casos en los cuales no se llega al piso, pero que podría realmente afectarse potencialmente la competencia. Se realizó entonces un proyecto de ley que fue presentado, en el cual se propone acordar a la autoridad de la competencia nacional lo que se llamaría poder de evocación, un poder en el cual podría llegar a intervenir utilizándose criterios no solo cuantitativos, sino también cualitativos para la intervención en este tipo de casos especiales. Esto, por supuesto, es un proyecto de ley, está actualmente en debate, pero estaría dando una posibilidad de intervención a la autoridad nacional, si es aprobado, en este tipo de situaciones que no se llegan al piso nacional, pero que tienen características particulares de potencial afectación. La doctora nos explica que la utilización de este tipo de normas está vinculada al derecho europeo de la competencia, que ustedes conocen, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el artículo 101, que se ocupa del derecho de la concentración anticoncurrencial, y el artículo 102, que se ocupa de la posición dominante. Pero en esta nueva proposición se estaría cambiando un poco la visión, porque se estaría pasando del criterio que el doctor Ortiz nos explicaba de Europa, de situaciones de control ex ante, que es el que ahora Argentina va a tomar, a control de operaciones ex post, que es justamente lo que Argentina estaría dejando. Claro, Sí, bueno, ahí le vamos a dar voy a entonces, hacer una pequeña acotación ahí. ahí le damos la palabra para que continúe el tema. C'est très intéressant, c'est que vous parlez du pouvoir d'évocation parce que ça ne va pas changer aussi les contrôles ex ante des autres concentrations. C'est une situation exceptionnelle, ce que je vois. Et ça serait comme une sorte de, de, de changer l'esprit du traité, l'esprit du traité de loi par les pouvoirs exécutifs européens, dans ce cas-là, la Comisión Europea. Lo que comentaba acá la profesora es que no es que esto que propone Francia en este proceso de consulta pública es ir a la inversa a la Argentina, no es exactamente eso, sino que es en las situaciones excepcionales, esta que comentaba la profesora, de las concentraciones que no llegan al umbral, a llegar a los umbrales nacionales y europeos de control de concentraciones. En esos casos parecería ser que la Comisión Europea quiere hacer trampa y cambiar el espíritu del tratado, que lo que quieren hacer básicamente es usar
el control de conductas anticompetitivas, que sí, siempre va a ser ex post, siempre va a ser, es como el derecho penal, uno primero se comete el delito y después se controla, no antes. Bueno, lo mismo con el derecho europeo, pero acá parecería ser que Francia quiere usar las herramientas ex post para controlar las concentraciones que a su criterio van a ser problemáticas y no llegan al umbral mínimo de control. Así que nada, muy, muy interesante esa. Y justo da pie para el siguiente punto, Claro, sí. exactamente. Justo damos pie al siguiente eje y vamos a tratar de resumir un poco porque el tiempo nos apremia, el tiempo es traicionero. Vamos a, Va, pues, va. Oui, on va parler maintenant des comportements, les affaires résonantes des comportements anticoncurrentiels. On va parler d'un cas de comportement d'entente y aussi un cas de concentración très médiatisé aujourd'hui. Vamos a hablar de un caso de conductas anticompetitivas súper polémico y mucha actualidad y un caso también de concentraciones económicas que ahora lo vamos a comentar del lado argentino y ahí vamos a contrastar con otros casos del lado de Francia también. Entonces, el primer caso, el caso de conductas que podemos decir, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investiga muchos casos, no tantos como concentraciones, pero sí bastantes. Y del último año, de los últimos 12 meses, hay uno que es muy importante porque afecta un poco a todos, porque esto es otro principio del derecho a la competencia, tanto en Argentina como en Francia o en Europa, que es el interés económico general. ¿Qué es el interés económico general? Bueno, está en la Constitución, el artículo 42, somos todos los consumidores, los usuarios de bienes y servicios, ¿no? Y en este caso, el caso de las empresas de medicina prepaga, lo que se veía era no solo el derecho de los consumidores en cuanto a pacientes y consumidores justamente de planes de salud privados, sino también el derecho a la salud también, ¿no? Que está íntimamente vinculado con este derecho, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo hoy, hace un año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició una investigación por presunta colusión, es decir, presunto cártel de acuerdo horizontal anticompetitivo entre un grupo de empresas de medicina prepaga, la Unión Argentina de Salud, que es la confederación que las agrupa, que las nuclea como una cámara, y su presidente, porque a raíz de una entrevista que dio el presidente de la Unión Argentina de Salud, dio a entender que a fines del 2023, cuando asume el gobierno de Javier Milei y liberaliza las regulaciones referidas a los precios de los planes de prepaga, supuestamente, como es un caso que se está resolviendo hoy, tengo que controlarme y hablar de presumidamente, presuntamente, las empresas de las prepagas habrían pactado subir todos coordinadamente los precios de los planes de salud. Bueno, todos los que somos usuarios de alguna prepaga lo vimos, lo sufrimos, sí, pero bueno, de acuerdo a la economía y a la inflación. Pero a raíz de estas declaraciones públicas, la comisión inició una investigación y en abril del año pasado, la Secretaría de Comercio, siguiendo un informe de la comisión, emitió una medida cautelar, una medida provisoria, para retrotraer los aumentos de planes de salud a los valores anteriores a este periodo, a diciembre de 2023. Luego, en instancia judicial, esto se judicializó y en la instancia judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo público de salud, llegó a un acuerdo con las prepagas para bajar la cautelar, pero la comisión siguió investigando sobre el fondo de la colusión y en diciembre del año pasado los imputó formalmente a las prepagas y bueno, el expediente ahora sigue su trámite, pero bueno, vamos a ver con este caso cómo termina porque los efectos de esta conducta atañen a muchas personas, ¿no? En el sistema de salud, como saben, en Argentina está compuesto por la parte pública, la parte de obras sociales y también las prepagas, que son más el sector privado, ¿no? Así que muchos usuarios comprometidos por el precio de su valor de las cuotas. Donc, le premier cas de première affaire que je voulais raconter, c'est une affaire très résonnante, que c'est le cas des sociétés de médicaments prépayés. En Argentine, à différence en France, par rapport à France et autres pays, le système de santé, il a trois branches. La partie publique, que c'est l'État, c'est les hôpitaux publics. La partie des œuvres sociales
et aussi les entreprises privées qui donnent des services services santé, mais prépayés, une sorte de prépayé. Donc aujourd'hui, la Commission de la concurrence argentine enquête un groupe de quelques entreprises privées de santé parce que les présidents de la confédération la confédération de la chambre de commerce de cette entreprise a dit dans quelques déclarations dans les médias que toutes les entreprises, présumiblement, ont, ont fixé les prix de, de ces prépayés, de ces services de santé, et parce que à la fin de l'année 2023, quand le nouvel gouvernement de Javier Milei a pris la place, il a éliminé et écarté les réglementations relatives aux prix, aux prix des services santé. Donc, à cause de cette déclaration, la Commission a fait une enquête sur une entente, un comportement anticoncurrentiel horizontal. Et cette année, à la fin de l'année dernière, a inculpé formellement cette entreprise privée avec l'addition de que cette affaire a une importance, euh, on dit, transcendantale, parce que ce sont les consommateurs, en définitive, les patients. C'est pas seulement les droits de la consommation, c'est les droits de la santé, en définitive. Sí. Así que bueno, este es el caso de todos los más, de los actuales, del que podemos más citar, de casos de conductas. Y por el lado de concentraciones económicas, el caso que queremos mencionar acá del lado argentino, el más, digamos, importante con la actualidad, es el caso, la fusión Telecom-Telefónica, que, bueno, en Argentina, como todos sabemos, tenemos tres grandes opciones para contratar telefonía celular. Tenemos Claro, Personal y Movistar. Bueno, en este caso, la fusión Telecom-Telefónica involucraría la unión de Personal y de Movistar en una misma empresa, una concentración. Si bien esta concentración involucró muchos mercados, o sea, en este caso, para que lo sepan los que no saben, las autoridades de competencia, Francia, Argentina, analizan mercados determinantes. Acá la profesora comentaba el mercado de biotecnologías, y en el caso acá, en este caso, involucró mercados más del sector de telecomunicaciones. Y la comisión notó preocupaciones en justamente telefonía móvil, por la reducción de 3 jugadores a 2, de personal Movistar y Claro a solo 2, y el mercado de acceso a Internet, entonces, donde vio la comisión que la entidad resultante tendría un gran poder de mercado, con unas participaciones muy elevadas de mercado. Entonces, en el mismo mes que se notificó la operación, la comisión emitió una medida cautelar también para evitar que se efectivice esta concentración, que las empresas telecom y telefónica intercambiaran información relativas a sus negocios. Y lo interesante de este caso es que, en atención a la trascendencia económica y social del caso, recordamos que hasta el presidente tuiteó sobre sobre este caso en Twitter, en X. Como fue tan importante a nivel social, se adelantó inclusive a la emisión de un informe de objeción, que es lo que habitualmente tiene que hacer la comisión, emitir un informe de objeción para declarar que esta operación va a generar problemas de competencia. Entonces acá se adelantó y metió una medida cautelar autónoma previa a esto. Donc, le deuxième affaire que je voulais raconter en Argentine, c'est la concentration de deux des trois principales entreprises de télécommunications en Argentine, qui s'appellent Telecom et Telefónica. Cette opération a été notifiée en mars de cette année, mars 2025, et la commission a noté que l'entité, la société résultante de la concentration proposée aura la plupart du marché de téléphonie mobile en réduisant le nombre d'opérateurs de 3 à 2. Donc, presque monopole, un oligopole, et aussi les marchés d'accès à Internet. Et cette affaire a été très médiatisée jusqu'au président de la République a émis un tweet sur sur les ex en disant de cette affaire, donc une affaire avec une importance politique, sociale, économique.
Et donc, quelques semaines après la notification, la Commission a émis une mesure provisoire pour écarter les effets de cette concentration-là. Et c'est quelque chose d'intéressant pour raconter, c'est que la Commission a émis ces mesures provisoires sans en avant de l'info d'objection, un rapport d'opposition. Pareil à les rapports d'objection de l'Union européenne, le Statement of Objections de l'Union européenne, que c'est dans les cas dans lesquels quelques opérations et qu'il y a ont des problèmes de concurrence, les autorités ont mis un rapport en disant cette opération a des problèmes de concurrence. Comment c'est le mot technique en français? Rapport d'opposition, rapport d'objection. C'est un terme précis. Rapport. Donc, quand il y a des préoccupations de concurrence, Oui. en effet, l'autorité de la concurrence, donc propose un examen approfondi, Oui. hein, voilà, au bout duquel elle peut considérer que l'opération est effectivement une opération qui ne faut pas autoriser compte tenu de l'atteinte qu'elle produit sur la concurrence, ou alors qu'au final, l'autorisation, ce qui est très, très fréquent, c'est une autorisation sous condition. Oui, c'est ça. C'est la même chose que je veux dire. Voilà, Oui. c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai essayé de trouver le terme que vous cherchiez. Voilà, et ça, c'est extrêmement important. Et c'est plutôt bon signe sur le plan économique, hein. On ne met pas un terme, enfin, on n'interdit pas, parce qu'on interdit assez peu finalement les opérations de concentration, elles sont assez peu souvent interdites. De temps en temps, elles le sont et ça fait grand bruit. Je me souviens d'une affaire au niveau européen qui concernait d'ailleurs une entreprise aussi française dans le domaine ferroviaire. Hein. Oui. On avait deux grandes entreprises, une entreprise allemande, Siemens, et une entreprise française, Alstom. Donc, ces deux entreprises-là étaient très dominantes sur le marché européen et elles ont souhaité fusionner. Et la Commission européenne a considéré que ce n'était pas une bonne idée, hein, sur le plan économique, sur la concurrence qui allait en résulter, une plus faible concurrence, alors que les deux entreprises, en fait, et là, vous parliez d'aspect politique, hein, cette opération, en fait, a aussi eu un impact politique, puisque là, on a considéré que cette interdiction, voilà, prononcée par la Commission européenne, empêchait nos entreprises européennes de faire face à la concurrence chinoise. Bon, en fait, en réalité, quelques années après, on attend toujours les Chinois sur le terrain ferroviaire en Europe, hein. Ils ne sont pas là, hein, parce que techniquement, ce n'est pas si facile que cela, hein. On ne s'improvise pas transporteur ferroviaire comme cela. Donc, finalement, une interdiction qui était justifiée. Et donc, voilà, pour rebondir et pour vous redonner la parole, évidemment, c'est l'idée de conditions posées à l'autorisation. Et ces conditions, la plupart du temps, prennent la forme d'engagement. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence exige des entreprises auxquelles elle a estimé que, voilà, par rapport auxquelles l'opération a été autorisée, qu'elles doivent, en contrepartie, hein, pour faire face à ces préoccupations de concurrence, prendre des engagements. Hein, de toute forme, des engagements soit au niveau du comportement des entreprises, soit au niveau structurel. Par exemple, structurel, c'est des cessions d'actifs. On va demander aux entreprises concernées de céder des actifs, ce peut être par exemple des magasins, hein, pour que la concurrence sur le territoire concerné puisse continuer à s'exprimer. Hein. Voilà, donc ce sont des engagements. La doctora entonces justamente sigue adelante lo que Godofredo decía sobre las cuestiones en las que muchos casos de concentración económica terminan siendo resueltos bajo condiciones, es decir, no se prohíbe la operación de concentración, sino que se piden ciertos engagements, ciertos compromisos, cosas que hay que hacer, pueden ser, por ejemplo, estructurales, pueden ser de cesión de activos, por ejemplo, de locales, pero lo que no es habitual es prohibir la operación de concentración económica, nos dice la profesora. Lo que se genera normalmente son autorizaciones condicionadas al cumplimiento de ciertos compromisos.
Nos recuerda también la doctora el caso vinculado a Siemens y Alstom, dos empresas europeas, una alemana y una francesa, de la industria ferroviaria. Se querían fusionar y la comisión no lo consideró positivo porque iban a generar una empresa muy grande. Había también una cierta idea de un impacto político, se decía que esta fusión iba a generar un operador europeo poderoso que iba a oponerse a una potencial competencia china. Pero la doctora dice que fue buena la decisión de la comisión de no autorizarlo, porque en realidad la competencia china nunca llegó. Entrar al mercado ferroviario tiene muchas barreras logísticas y hasta el momento los chinos no entraron al mercado ferroviario europeo. Por eso considera positivo que la comisión no haya autorizado esta fusión de Siemens y Alstom oportunamente. Ya, Estamos bien. avanzamos para el... Sí, sí, porque ya estamos estamos más de de tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Está bien, profesora? ¿Le damos la palabra? Sí. La profesora Lucero le damos la palabra. Sur des quais actuels en France. Une est sur l'intelligence artificielle générative, parce que je pense que France, il est réactif aussi sur les cas. Et sur l'étiquetage des produits agricoles du Sahara occidental. Et si vous pourrez parler un petit peu sur ces deux quais, sur l'intelligence artificielle générative et la position de la France et sur ces deux quais en particulier. Le deuxième cas. Et le deuxième, étiquetage des produits agricoles du Sahara occidental. C'est très nouveau aussi, c'est le cas dans l'Union européenne à participer, mais la France est très active aussi. Non? Étiquetage des produits Agricole. Mais si vous savez qu'il est sur l'intelligence artificielle. Oui. Ça, étiquetage des produits agricoles. Vous voulez parler des appellations contrôlées, des appellations géographiques, c'est cela dont vous parlez. Mais le premier cas, c'est comme il n'y a pas de régulation aucune sur l'intelligence artificielle générative. Et la France, il a proposé des normatives. Oui. Alors, il existe un règlement européen sur l'intelligence artificielle, puisque la Commission européenne est très réactive sur ces sujets, sur ces nouveaux sujets. Elle l'a été sur les plateformes numériques. Hein, on connaît les deux règlements, le DSA, Digital Service Act, et le DMA, Digital Market Act, qui sont deux règlements, plus exactement le DMA et le DSA aussi d'ailleurs, font beaucoup de bruit parce que les plateformes numériques américaines ne sont pas très satisfaites évidemment de voir se plier aux obligations imposées par ces règlements. L'intelligence artificielle a également a été également au cœur donc des préoccupations de la Commission européenne, qui a proposé effectivement un règlement qui est applicable, hein, effectivement, et qui est là pour poser un cadre. Alors, on serait plutôt dans la régulation hein, que dans la réglementation. Une régulation du secteur, avec évidemment beaucoup de précautions à prendre, parce que ça reste quand même un secteur assez nouveau, évidemment, et pour l'instant, du moins, dominé hein, par des entreprises qui nous sont étrangères et pour lesquelles, évidemment, il y a nécessité de prendre en considération leur domination et l'absence, en fait, hein, de champions européens. Hein. L'année dernière, Mario Draghi, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là, qui est donc l'ancien président de la Banque centrale européenne et un ancien ministre du Conseil voilà, italien, a déposé un rapport en mois de septembre 2024, très intéressant, hein, sur l'état un peu de l'état économique hein, de l'Union européenne, et sur des propositions hein,
proposition donc, adressée à la Commission européenne pour pouvoir effectivement, disons, mettre l'Union européenne au niveau des défis que vous venez d'évoquer. L'intelligence artificielle en fait partie. En fait, ça ressort de l'innovation. Voilà. On innove peut-être pas suffisamment dans l'Union européenne. C'est pas l'impression que l'on a, nous, en tant que consommateurs, mais en réalité, si. Nous n'avons pas suffisamment de champions, d'où les difficultés liées aux concentrations et à l'autorisation de ces concentrations. Beaucoup d'acteurs seraient favorables à laisser les entreprises européennes se concentrer davantage pour pouvoir être plus fortes et pour pouvoir mieux coopérer sur un certain nombre de sujets, mais il y a quand même, voilà, le droit de la concurrence qui doit quand même être respecté. Donc, une innovation qui est encouragée. On donne quelques pistes effectivement pour cela, notamment celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire une acceptation d'entreprises qui coopèrent, donc qui s'entendent, mais pour une bonne cause. Celle effectivement consistant à développer des produits innovants qui demandent beaucoup de moyens, et à plusieurs, on en détient davantage, évidemment. Donc, que l'on fasse un petit peu évoluer finalement nos textes, notre vision, la vision de la Commission européenne par rapport justement à ces ententes. Il y a les bonnes et les mauvaises ententes, vous le savez. Les bonnes, alors on a l'habitude de présenter les bonnes comme celles qui sont susceptibles d'obtenir une exemption, une dérogation, mais il y a aussi celles qui sont bonnes tout simplement parce qu'elles n'ont pas un but anticoncurrentiel, au contraire, elles ont pour but de promouvoir le progrès, de promouvoir cette innovation dont on a tant besoin pour répondre à ces défis. Donc, pour clore sur ce premier cas, parce que le deuxième, je suis moins à l'aise sur ce deuxième cas que vous évoquez, c'est-à-dire l'étiquetage des produits agricoles, je l'avoue, même si je sais que ce sujet est intégré a été intégré, et maintenant il l'est dans le cadre des négociations sur le Mercosur. Donc, nous protégeons finalement les détenteurs de ces appellations sont protégés, alors pas sur tous les produits, mais un certain nombre de produits. Les Français n'ont, je ne pense pas, beaucoup à se plaindre de ce point de vue-là. Il y a des résistances, mais je pense que les résistances sont plus, comment dire, globales que visant la zone, l'accord avec les pays sud-américains. Vraiment, c'est d'autres difficultés, et celles-là sont une bonne occasion de faire parler de soi. Perfecto, Bueno. perfecto. Excelente. Con la importante pregunta que realizó la doctora Lucero, la profesora principalmente se concentró sobre la cuestión de la inteligencia artificial, porque es uno de los grandes temas. Está el Reglamento Europeo sobre la Inteligencia Artificial, y sabemos que la Comisión Europea es muy activa en todos estos temas. Lo fue en su momento en la cuestión de mercados digitales por las empresas de plataformas estadounidenses. Actualmente este tema es el Reglamento Europeo de la cuestión de la inteligencia artificial, que es en realidad una regulación que se utiliza obviamente con ciertos cuidados porque es un tema nuevo, pero que está siendo dominado hoy por empresas no europeas. Esto entonces también le dio lugar a la doctora a recordarnos un informe presentado por Mario Draghi sobre el estado económico de la Unión Europea en el mes de septiembre del año pasado, en el cual se hacía referencia a la necesidad de poner a la Unión Europea al nivel de la innovación que existe en otras partes del mundo. Por eso entonces nos encontramos con este debate entre la concentración como una forma de dar fuerza a las empresas, de crear campeones europeas, pero la necesidad de respetar el derecho de la competencia, ya que la competencia es un valor protegido. Lo que la doctora dice entonces que quizás una solución sería buscar las formas de que las empresas puedan cooperar, pero por una causa, por ejemplo, la causa de la innovación. Es decir, se podría evolucionar un poco la concepción tradicional para permitir ciertas operaciones que son consideradas, entre comillas, buenas, porque tienen un objeto de desarrollo y de innovación. Ahora entonces, como estamos llegando a nuestro tiempo, le voy a dar la palabra al doctor Ortiz para que haga el cierre, y agradecemos a todos entonces. Gracias por la pregunta.
Bueno, para ir cerrando nomás, bueno, como vemos, la materia de defensa de la competencia es un tema de suma actualidad, con muchos puntos en común y muchos puentes que se pueden trazar entre Argentina y Francia o a nivel más regional, América del Sur con Europa. Es a lo que hace, bueno, el verdadero, un progreso y desarrollo económico pasa sobre todo por una competencia fuerte y vigorosa que proteja sobre todo a los consumidores. Y como vemos, los temas que tocan a competencia están siempre a la vanguardia de lo que es el desarrollo tecnológico, como hablábamos recién con la pregunta de la profesora en materia de inteligencia artificial y otros temas vinculados. Entonces, bueno, les agradecemos la participación, esta charla muy interesante y bueno, esperemos que sea el debut de un ciclo de conferencias siguiendo un derecho comparado Francia-Argentina. Bueno, gracias, Bien, gracias. muchas gracias a todos. No, porque ya era 10:30. O sea. Ya está, ya está, ya está. Muy bien, si alguien luego quiere un contacto de las personas que están en línea, nos pueden escribir y nosotros los contactamos. Gracias. Estaban respondiendo.